Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau café bibliothèque qui sera entièrement virtuel. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Chaty, professeur à l'Université de Paris et astrophysicien du CEA, qui va nous présenter son ouvrage La colonisation de l'espace, édition CNRS. Dans un premier temps, celui-ci va nous présenter son ouvrage pendant à peu près une demi-heure, et puis ensuite, on laissera place à quelques petites questions-réponses. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et bonjour à tous. Donc voilà, donc je vais présenter l'ouvrage qui est sorti en fait en plein début de confinement, donc qui s'appelle La colonisation de l'espace. C'est une nouvelle collection aux éditions du CNRS. Où il y a eu un livre sur la Terre et un autre livre sur Homo sapiens. Alors je dis tout de suite que ce livre est très, très illustré. Euh, donc avec des dessins par Guy Debello. Et c'est un livre qui est destiné à un public de 15 à 99 ans, donc qui se veut vraiment grand public. C'est un livre plutôt facile à lire, voilà, avec un format assez, assez joli et très illustré. Alors, en fait, donc le thème, c'est la colonisation de l'espace. Donc, je vais tout de suite vous montrer la table des matières, comme ça vous verrez de quoi ça parle. Le thème, c'est la colonisation de l'espace. Donc, en fait, dans le premier chapitre, j'ai voulu parler d'abord de colonisation de la vie sur Terre, c'est-à-dire que c'était pour moi l'exemple d'une colonisation réussie, c'est-à-dire qu'il y a de la vie qui a colonisé la Terre. Et j'ai voulu un peu retracer les différentes étapes. Dans le deuxième chapitre, on se pose la question de pourquoi quitter la Terre, quelles sont les raisons qui pourraient nous pousser à quitter la Terre. Dans le troisième, c'est un peu un état des lieux en fait. Le 3 et 4, c'est un état des lieux de ce qu'on a dans le système solaire, donc avec d'abord les planètes telluriques, qui ressemblent un peu à la Terre, de Mercure à Mars, et dans le chapitre 4, les astéroïdes, les comètes, et je parle aussi des satellites de planètes géantes, pour voir quels seraient les buts de nos voyages. Le chapitre 5, là, je parle plus de comment s'est effectuée la course vers la colonisation de la Lune, donc depuis l'émission Apollo ou Luna pour les soviétiques. Et dans le chapitre 6, là, je parle plus des projets concrets, ou moins concrets d'ailleurs, de colonisation lunaire, jusqu'à aller au village lunaire, donc pour avoir une présence permanente ou semi-permanente d'humains. Ensuite, je parle de la colonisation de Mars. Donc ça, c'est évidemment quelque chose dont on entend beaucoup parler. Après l'ISS et la Lune, en fait, notre objectif, c'est Mars. Donc je retrace un petit peu les différentes caractéristiques de Mars et comment on pourrait la coloniser. Pareil, avec une présence permanente ou semi-permanente d'humains assistés par des robots. Chapitre 8, je parle de terraformation. Donc, qu'est-ce que c'est, pourquoi terraformer, comment. Et dans l'avant-dernier chapitre, je parle des exoplanètes qui sont les planètes en dehors de notre système solaire. Et là encore, j'essaie de voir s'il serait possible d'aller là-bas et de les coloniser. Et dans le dernier chapitre, je fais un petit clin d'œil à la phrase, à la question connue d'Enrico Fermi qui disait et où sont-ils? C'est en parlant d'extraterrestres, puisque quand on parle de colonisation de l'espace par les humains, on ne peut pas ne pas mentionner la possible colonisation de l'espace par des extraterrestres. Voilà, donc ça c'est en gros en rapide, enfin c'est ce qu'il y a dans le livre. Alors, la première, en fait, la première partie avant le premier chapitre, c'est un petit prologue où là, j'essaie de retracer les différentes lignes historiques des envies de colonisation, qui en fait passent souvent par la colonisation de la Lune, avec de très vieux textes, dont par exemple le texte de Kepler, qui s'appelle Somnium, qui imagine un petit garçon islandais qui s'en va sur la Lune.
Et donc il y a en fait, de textes qui retracent comme ça cette envie d'aller dans l'espace. Et donc, bon, il y en a évidemment beaucoup que vous connaissez. Alors là, je vais en mentionner que deux. L'histoire écrite par Savinien Cyrano de Bergerac, donc au milieu du XVIIe siècle, donc en fait, à peu près un demi-siècle après le conte Somnium de Kepler, qui s'appelle L'autre monde, Empire de la Lune, et où là, il imagine, en fait, c'est le narrateur qui imagine différents moyens d'aller sur la Lune. Donc il y a certains moyens qui sont assez loufoques. Donc par exemple, s'enduire de rosée qui, étant plus léger que l'air, va permettre de s'envoler vers la Lune. Il s'enduit aussi de moelle osseuse qui, dit-on, permet aussi de s'élever. Et puis à la fin, il a un processus un peu plus proche des moyens actuels, où là, il se met dans une barrique avec plein de fusées de feux d'artifice, c'est ce que vous voyez ici, et là, il s'envole vers la Lune et il réussit à atterrir en fait sur la Lune qui apparaît d'abord comme le paradis terrestre avant de en fait, devenir plutôt pour lui un enfer, puisqu'il va se retrouver emprisonné par les Luniens et enfin il reviendra sur la Terre. Après il repartira sur le Soleil et puis il y aura des histoires. C'est une très belle histoire. Alors ensuite, évidemment, bon, tout le monde connaît de la Terre à la Lune, où là, le train d'obus lancé vers la Lune, qui finalement ressemble un petit peu moins à la fusée Saturne V, au moins dans son principe, puisque là, évidemment, les astronautes mis dans un obus projeté vers la Lune seraient tout de suite écrasés, mourraient directement. Finalement, le processus de Savinien Cyrano de Bergerac était plus proche de la Saturne V. Mais bon, c'est intéressant de voir comment, je ne sais pas si vous avez lu De la Terre à la Lune, il retrace de façon très très pratique, pragmatique même, toutes les étapes qu'il faudrait effectuer. Il fait des listes de ce qu'il faut emmener sur la Lune. On sent qu'il a vraiment fait comme s'il était l'ingénieur qui devait piloter le programme lunaire. Voilà, donc on arrive au premier chapitre qui est la colonisation de la Terre par la vie telle qu'on la connaît. Et donc là, je retrace un petit peu les différentes étapes depuis l'apparition des premières traces de vie, probablement vers 3,85 milliards d'années. Et donc, je veux dire 3,85 milliards d'années jusqu'à maintenant. Donc là, je ne vais pas évidemment reprendre tout ça parce que ça serait un peu long. Je vais juste en trois petites images, le fait que la Terre, donc initialement, était beaucoup plus chaude, avec une atmosphère qui était vraiment de l'ordre de cinquantaine de degrés, une eau très chaude aussi, et avec des océans probablement peu profonds, et donc une eau très chaude, et on pense que la vie a pu se former dans cette eau. Alors après, il y a différents endroits où la vie a pu se développer, par exemple dans des mares d'eau peu profondes avec peut-être des composants comme le phosphore qui ont pu jouer un rôle important. Et une autre possibilité avancée pour l'apparition de la vie, c'est au fond des océans, par exemple à côté de ce qu'on appelle les fumeurs noires, qui sont donc des failles magmatiques où il y a de la fumée qui sort avec une pression très très élevée, température élevée aussi. Et là, aujourd'hui, on retrouve des bactéries qui sont proches de ces fumeurs noires, donc ce qu'on appelle les vents hydrothermaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas sûr que les bactéries aient pu apparaître à cet endroit-là, mais aujourd'hui, on en voit à côté. Ça veut dire qu'elles trouvent le moyen de se développer dans ces conditions tout de même assez extrêmes et avec une concentration très forte en hydrocarbures. Voilà. Alors, juste pour résumer, en fait, on ne sait pas très bien comment la vie est apparue. On pense que ça a commencé par un monde viral d'ARN avant de l'ADN se forme et qu'après des cellules se forment. Et on a donc des traces de vie qui sont... Alors la datation est toujours assez polémique, mais qui devrait être entre il y a 3,80, 3,90, 3,8, 3,9 milliards d'années, avec en particulier des stromatolites
donc qui sont des bactéries qui se sont formées pendant cette époque-là et dont on garde encore les traces fossiles aujourd'hui. Voilà donc pour le premier chapitre. Encore une fois, c'est peut-être pas quelque chose qu'on trouve dans la plupart des livres sur la colonisation de l'espace, mais voilà, pour moi, ça représente une colonisation réussie et pour l'instant la seule qu'on connaisse, puisqu'on ne connaît pas d'autres planètes avec des formes de vie. Alors, le deuxième chapitre, c'est pourquoi quitter la Terre. Donc, alors il y a plusieurs raisons évidemment. On va dire que la première raison peut être une envie de connaissance, hein, comme Christophe Colomb qui est venu relier les Indes par la mer. On peut imaginer que voilà, l'homme, on imagine facilement que l'homme, quand je dis l'homme, j'inclus évidemment la femme, donc l'homme avec un grand H, la femme, l'humain a envie d'aller en dehors de la Terre vers d'autres cieux. Il y a des causes politiques. Les Chinois ont envie de damer le pion aux Américains, par exemple, comme les Américains avaient envie de damer le pion aux Soviétiques dans les années 60. Donc il y a des causes politiques qui sont importantes. Et puis après, il y a des causes diverses. Donc là, sur l'illustration de l'île des Bellons que vous voyez là sur la gauche, évidemment, c'est une illustration un petit peu extrême du réchauffement climatique. Donc ça, c'est l'une des causes qui pourrait rendre la Terre invivable. Il y en a d'autres. Il y a la chute de la biodiversité. Il y a évidemment les pandémies. Alors, je le mentionne dans le livre. Évidemment, c'était pas très prémonitoire parce qu'il y en a plein qui mentionnaient cette possibilité de pandémie se déployant rapidement vu la mondialisation. Et alors, tout ça, c'est des causes qui sont endogènes, et en plus, c'est des causes qui sont dues à l'humain. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de la Terre qu'une espèce vivante peut créer sa propre disparition sur la Terre. Il y a d'autres causes qui sont exogènes, comme par exemple là, l'image de l'astéroïde qui tombe sur la Terre, tel que ça s'est passé il y a 65 millions d'années, qui a provoqué l'extinction des dinosaures et 75% des espèces vivantes sur Terre. Donc là, c'est une cause exogène contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Hein, s'il y a un astéroïde de 10 km qui nous arrive dessus, en même temps, ça n'arrive pas très souvent. La probabilité, c'est de 1 tous les 65 millions d'années. On est tranquille, le dernier, c'était il y a 65 millions d'années. Voilà, donc il y a des causes comme ça qui pourraient nous pousser à partir. Alors, donc du coup, si, indépendamment des causes, on peut se dire, voilà, on part. Donc si on part, où est-ce qu'on part? Alors, donc là, j'ai commencé dans ce livre, je commence l'inventaire des lieux un petit peu du système solaire où on pourrait partir en voyant quelles sont les planètes les plus à même de nous héberger. Et en fait, donc, quand on fait cet inventaire, bon, si je vais dans l'ordre, la première planète, c'est Mercure, qui est une planète donc proche du Soleil. Du coup, c'était une planète qui est très chaude, puisqu'il fait 450 degrés sur la surface qui pointe vers le Soleil et moins 150 degrés sur la surface qui pointe vers le Soleil. Donc c'est quand même très chaud ou très froid, avec une atmosphère probablement très très ténue, peut-être un petit peu de glace d'eau au fond des cratères qui sont vers les pôles, mais pas beaucoup. Donc a priori c'est pas sur ce genre de planète-là qu'on va se diriger. Alors, j'ai mis une autre image qui est un peu plus jolie en couleur de Mercure. Et donc voilà, je trouve aussi qu'il y a Bepi Colombo, qui est une sonde qui a été lancée en fin 2018 et qui va étudier Mercure, en particulier étudier son atmosphère qui est très ténue, étudier un petit peu plus les caractéristiques de cette planète qui est intéressante puisque unique de par sa position proche du Soleil, avec en tout temps moins de 3 mois autour du Soleil. Donc voilà, donc a priori c'est pas là qu'on irait vivre. Alors la deuxième planète, c'est Vénus, qu'on appelle souvent l'étoile du berger parce qu'on la voit soit au coucher du Soleil, soit au lever du Soleil, et qui est très très brillante dans le ciel. Alors là, vous voyez l'image de Vénus telle que on la voit depuis la Terre, en fait, depuis l'espace, c'est-à-dire une planète qui est complètement recouverte par des nuages, à tel point, en fait, que jusque dans les années 60, on imaginait que sur Vénus, il pouvait y avoir une végétation luxuriante, un peu tropicale, et qu'on pouvait imaginer tout à fait des Vénusiens qui vivraient là-bas.
et en tout cas une vie sur Vénus au sein de cette végétation nocturne. Alors, il s'avère que donc les premières sondes soviétiques qui sont posées ont plutôt découvert l'enfer de Dante, avec une température en gros de 450 degrés, une pression atmosphérique de 90 fois la pression atmosphérique terrestre, ce qui fait que si vous posez le pied sur Vénus, vous êtes aplati comme une crêpe, et des pluies d'acide sulfurique pour clore le tout. Donc voilà, c'est pas une planète extrêmement agréable. C'est la, la déesse de l'amour, mais c'est plutôt un amour torride et un petit peu destructeur. Là, vous voyez l'image qu'on voit là, c'est une image prise par la sonde Magellan qui, avec un radar, permettait de percer à travers le nuage. Et donc, sur Vénus, il y a une géographie assez intéressante avec des volcans. Donc, il y a eu une activité volcanique intense sur Vénus. Donc voilà, donc Vénus est une planète qui a une atmosphère, très très peu d'eau. Si on veut y aller, il va falloir soit s'équiper de combinaisons très très solides, soit changer l'atmosphère. Et donc, on en parlait un petit peu sur la terraformation, mais c'est quelque chose qui est plutôt complexe. Après Vénus, donc évidemment il y a la Terre, je l'ai parlé tout à l'heure, il y a la planète Mars. Alors la planète Mars, j'en reparlerai un peu plus tard. La planète Mars, donc c'est une planète qui est finalement assez proche de la planète Terre, à peu près la moitié de la taille de la Terre. Donc elle a une gravité qui est à peu près 38% de la gravité terrestre. C'est-à-dire que vous pouvez marcher, vous ne sautez pas comme sur la Lune, vous pouvez marcher un peu plus tranquillement, plus facilement que sur la Terre, parce que la gravité est moindre, mais vous êtes un peu plus collé à la surface que sur la Lune. Une atmosphère très ténue, correspondant à peu près à l'atmosphère la pression atmosphérique que vous avez quand vous êtes à 50 km d'altitude sur Terre, c'est-à-dire bien au-delà des zones. Alors déjà, quand vous ouvrez l'hublot dans la zone ligne, pas beaucoup d'atmosphère, alors là, c'est sûrement. Par contre, donc une durée du jour qui est similaire à la durée du jour sur Terre, des saisons qui sont similaires aussi. Et au niveau température, il fait entre moins 100 l'hiver et à peu près 0 degré solstice l'été, à midi. Donc quelque chose qui est en fait typiquement qui n'est pas très loin de ce qu'on a en Antarctique. Donc, je ne dis pas que c'est des conditions très agréables, mais c'est pas si loin que ça de la Terre. Il y a de l'eau sur Mars, on voit sur cette image, il y a des calottes polaires, donc il y a de l'eau glacée sur Mars. Il y a aussi de l'eau glacée en sous-sol. On sait parce que quand les astéroïdes tombent sur Mars, ça fait des coulées autour de l'impact qui sont dus à l'eau glacée qui entre en ébullition en sous-sol, donc il y a de l'eau en sous-sol, glacée. Il y a eu de l'eau en grande quantité sur Mars qui a coulé pendant les premiers milliards d'années martiens. Cette eau s'est évaporée, probablement parce qu'elle a perdu son atmosphère et que du coup, à cause de la pression et de la température qui changeait, l'eau s'est évaporée. Donc il n'y a plus d'eau liquide sur la surface martienne, mais il y en a eu. Qui d'ailleurs peut nous laisser penser qu'il y a pu y avoir de la vie qui soit développée sur Mars. Et en fait, aujourd'hui, on se demande s'il y a encore soit de la vie en sous-sol, soit des fossiles de vie qu'on pourrait essayer de retrouver. Et évidemment, si c'est le cas, ça permettrait aussi de savoir comment la vie se développe, comment la vie a pu se développer dans le système solaire sur d'autres planètes que sur la Terre. Ça serait assez extraordinaire. Alors, l'un des inconvénients, alors, l'un des avantages de Mars, c'est qu'il y a des très beaux reliefs avec des canyons. Il y a le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, avec 26 km d'altitude. Il n'y a pas d'embouteillage quand on fait des trekking là-haut, c'est pas comme sur les Malaisias. C'est sympa. Par contre, comme il n'y a pas beaucoup les reliefs sont assez doux. Du coup, quand il y a des tempêtes de sable, là vous voyez sur l'image, c'est une image de Mars avant, à droite, après une tempête de sable. Vous voyez qu'une tempête de sable peut recouvrir toute la surface martienne, toute la surface du globe en quelques semaines, donc c'est assez impressionnant. Après, comme l'atmosphère est très ténue, ça ne fait pas non plus un vent très très extrême. C'est pas tout à fait les conditions de Seul sur Mars au début du film. Vous avez l'acteur qui est pris dans la tempête de sable.
Alors ensuite, donc un peu plus loin, après je passe en revue l'astéroïde, les comètes et puis les satellites de planètes géantes. Alors, les comètes, bon là je vous montre la comète de Halley, la comète Churyumov-Gerasimenko qui a été explorée par la sonde Rosetta, et l'astéroïde Oumuamua qui est passé au travers du système solaire il n'y a pas très longtemps. Alors ça, évidemment, ce n'est pas des endroits où on va aller coloniser. Par contre, ça peut représenter des ressources intéressantes qu'on pourrait utiliser lors de vols interplanétaires, par exemple. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y a des missions qui sont en cours, d'autres qui sont prévues, dont le but est de récupérer des échantillons de ces objets-là, en particulier des comètes, des astéroïdes, pour les ramener sur Terre et les analyser et voir comme ça, comprendre le passé de ces objets et mieux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, de quoi c'est composé, sachant qu'une comète est constituée de beaucoup de poussière et de glace d'eau, ce qui permet d'ailleurs de dégager la queue des comètes quand elles s'approchent du Soleil. Donc voilà, donc ça c'est plutôt des matériaux qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la colonisation de l'espace, c'est plutôt des matériaux que des endroits où on pourrait se poser. Alors ensuite, je vais parler de Titan. Alors Titan, alors je pourrais parler de beaucoup de satellites, hein, de planètes géantes, mais je ne vais pas en parler de tout. J'en parle dans le livre, mais là j'ai fait un extrait. Titan, c'est un satellite qui est intéressant puisque c'est un satellite de Saturne qui a une atmosphère. C'est le seul qui a une atmosphère, ce satellite qui a une atmosphère. Il a une atmosphère, il est constitué de méthane, et la température est de moins 180 degrés. Donc là, sur cette image, vous voyez en fait comme des continents, et vous voyez des lacs de méthane. Et en fait, il y a une sonde qui est allée vers Saturne qui s'appelle Cassini, qui était accompagnée d'une sonde qui s'appelle Huygens qui s'est posée sur Titan. Et l'image de Titan, là où la sonde s'est posée, c'est ça. Et donc vous voyez en fait des galets qui sont sur un sol qui a l'air plutôt sec, mais ces galets sont ronds, c'est-à-dire qu'ils ont probablement été roulés dans du liquide. Et alors évidemment, à moins 180 degrés, c'est pas vraiment de l'eau liquide, donc c'est plutôt du méthane liquide. Donc en fait, si vous aimez la Riviera et vous baignez dans des océans de méthane liquide, Titan, c'est pour vous. Une destination agréable pour ceux qui aiment le froid. Il faut se souvenir aussi qu'on est quand même à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, donc il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement. Donc voilà, vous ne voyez pas beaucoup de soleil, il fait froid et vous avez le droit de vous baigner si vous voulez dans du méthane. Il y a tout un réseau méthanographique, on pourrait dire, de rivières, de lacs, d'océans de méthane, avec donc des vagues qui créent ceux qui vont faire rouler ces galets, qui leur donnent cette forme de ronde. Alors, voilà, donc ça c'est la surface de Titan. L'intérieur de Titan est assez intéressant aussi, puisque sous la surface, il y a un océan d'eau, cette fois-ci, liquide. Et probablement d'eau salée. Et donc, alors là, on peut tout imaginer. En particulier, on peut tout à fait imaginer que de la vie puisse se développer dans un océan de ce type-là, et un peu comme dans des lacs sous-glaciaires, comme le lac Vostok, par exemple, avec de la faune et de la flore qui se seraient développées dans le lac sans aucun contact avec l'atmosphère terrestre. Donc là, on peut imaginer des choses similaires. Donc, Titan, c'est une destination plutôt intéressante pour la surface et aussi pour l'océan sous-glaciaire. Et il y a des missions qui sont prévues, comme Dragonfly, qui est prévu pour analyser plus en détail le sol de l'atmosphère et le sol de Titan, avec une chimie complexe. Alors, j'en viens maintenant à la course à la Lune. Donc là, l'année dernière, on a fêté le cinquantenaire de l'alunissage sur la Lune. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs projets, je ne vais pas tous les détailler, les projets chinois, la série de Chang'e, il y a des projets américains. Donc là, je vais juste détailler celui-là, pas parce qu'il est américain, mais surtout parce qu'il y a les Européens qui participent.
Dans mon livre, je détaille tout, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout détailler. Donc Artemis, c'est un projet, le but c'est d'envoyer des Américains, américaines, avec en fait une Américaine qui poserait le premier pied sur la Lune après les 50 ans sans le poser. Alors, les dates prévues glissent régulièrement, pour l'instant c'est prévu en 2024. Alors donc les Américains mettent au point un lanceur qui est le SLS, avec un module ensuite Orion qui ferait l'aller-retour entre la Lune et une station qui s'appelle Gateway. Et là, donc, le but, c'est d'avoir une présence semi-permanente d'humains, de robots sur la Lune. Le but suivant, c'est de préparer des missions interplanétaires, sachant que, en fait, c'est plus aisé de décoller de la Lune que de la Terre, et donc c'est moins cher. Et donc, une idée pourrait être de construire une sorte de spatioport sur la Lune pour pouvoir ensuite se déplacer dans le système solaire. Et donc, ça m'amène d'ailleurs au chapitre suivant qui traite du village lunaire. Et là, l'idée de ce village, donc voilà, c'est d'avoir une présence humaine. Donc là, vous voyez une vue d'artiste. Alors en fait, la Lune a certains avantages. Alors l'idée serait de se poser près du pôle sud, parce qu'au fond des cratères qui sont près des pôles, il y a de la glace d'eau. Et donc, en prenant cette glace d'eau, on pourrait extraire de l'hydrogène et de l'oxygène, fabriquer de l'air. Il y a de l'hélium-3 sur la Lune qui permet de fabriquer du carburant. Il y a beaucoup de poussière sur la Lune, qu'on appelle le régolithe, qui permettrait, avec des imprimantes 3D, de construire des bases lunaires, enfin des dômes. Donc voilà, il y a à peu près tout qui pourrait permettre de créer un tel village lunaire sur la Lune. Donc, quelque chose qui pour l'instant n'est pas financé. Hein. C'est une idée de plusieurs missions, de plusieurs agences spatiales, de pouvoir. L'idée serait de collaborer, en fait, un peu comme la Station spatiale internationale, qui est une collaboration entre plusieurs pays. L'idée serait là de collaborer pour pouvoir fabriquer ce village lunaire. Donc là, vous voyez, évidemment, là, les gens restent en combinaison. Hein, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc il faudra utiliser la combinaison pour pouvoir se déplacer sur la Lune. Alors voilà, ensuite, alors j'ai passé ma page un peu vite là, mais donc là on se retrouve sur la planète Mars, puisque donc c'est après la Lune vient Mars. Alors juste d'abord rappeler que un voyage vers la Lune c'est à peu près 4 jours, un voyage vers Mars c'est à peu près 6 mois, et puis on n'y va pas quand on veut, il faut que la Terre et Mars soient proches l'une de l'autre, donc ça arrive tous les 2 ans. Donc ça veut dire qu'il faut bien prévoir quand est-ce qu'on y va et quand est-ce qu'on en revient. Et qu'est-ce qu'on fait donc d'abord, il y a les dangers du voyage spatial vers Mars, parce qu'on se prend des doses très fortes de particules énergétiques qui sont envoyées par le Soleil, ça s'appelle le vent solaire. Donc ça, c'est pas très bon pour la peau, pour les cellules de notre corps. Et puis ensuite, quand on est sur Mars, donc voilà, en gros, Mars, ça ressemble à ça, hein, le paysage. Et là, vous avez à peu près tous les éléments sur cette image, tous les éléments de Mars. Ensuite, pour boire un petit peu de café, parce qu'il n'y a pas encore de café ouvert sur Mars. Autant en profiter sur Terre. Donc sur Mars, on a des particules qui proviennent du Soleil, qui ne sont pas arrêtées, puisqu'il n'y a pas de ceinture de rayonnement comme on a autour de la Terre qui nous protège de toutes ces particules-là. Il y a des rayonnements UV très forts qui ne sont pas arrêtés par l'atmosphère de Mars parce qu'elle est bien plus ténue que celle de Terre. Il y a du vent. Il y a probablement il y a de la poussière qu'on peut utiliser aussi si on veut construire des dômes un peu de façon similaire à la Lune. Ensuite, donc, ce qu'on voudrait faire, c'est analyser le sous-sol. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'eau sur Mars. Il y a eu de l'eau qui a coulé en grande quantité, qui a même formé des canyons sur Mars. Il y a même eu, je pense qu'il y a eu des tsunamis sur Mars, donc il y a vraiment eu des moments où il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé, beaucoup de liquide. Et on pense aujourd'hui qu'il y a encore de l'eau sous forme de glace en sous-sol. Alors, après, il y a deux possibilités. Soit il y a une possibilité qu'il y ait de la vie sous forme fossile, ou même, encore, pas, de la vie microbienne qui existe dans le sous-sol martien. Donc ça, on est intéressé par savoir tout ça.
Évidemment, il faut le savoir avant qu'on y aille, parce que si on développe, si on s'installe sur Mars, nous, on va amener beaucoup de virus avec nous, et ça va détruire. S'il y a de la vie qui a subsisté sur Mars, ça détruirait cette vie. Donc, il y a des missions qui sont prévues sur Mars, par exemple ExoMars, mission européenne et russe, prévue pour 2022, dont l'un des buts impressionnants est de forer sur une profondeur de 2 mètres le sous-sol martien pour pouvoir voir ce qu'il y a dans le sous-sol, et en particulier tester s'il y a de l'eau sous forme de glace, s'il y a de la vie sur les fossiles, s'il y a des bactéries. Là, en ce moment, on capte du méthane dans l'atmosphère de Mars, et ce méthane-là ayant une durée de vie assez faible, soit il est créé par des dégazages, soit c'est des bactéries qui le créent. Donc il y a des signes comme ça qui nous poussent à explorer le sous-sol martien. Et une mission qui est Mars 2020, prévue par l'agence américaine, donc qui devrait partir cette année. Voilà, donc ça c'est Mars. Ensuite, je parle un peu de terraformation. Alors la terraformation, donc l'idée là, c'est de créer un environnement, c'est-à-dire de changer une planète pour la transformer, pour qu'elle ait des conditions similaires à la Terre. Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs stades de terraformation. On peut imaginer que on terraforme juste un endroit, un peu comme un dôme qui serait agrandi. Ou alors on essaie de terraformer carrément toute la planète. Alors là, je vous mets 2 petites vues d'artistes sur Mars. Donc là, par exemple, typiquement, vous voyez 2 personnes qui sont encore en combinaison, c'est-à-dire que l'atmosphère n'est pas respirable, mais avec des arbres derrière. Et vous voyez une atmosphère qui est beaucoup plus épaisse que l'atmosphère de Mars actuelle. Et en fait, donc voilà, l'idée c'est ça, c'est essayer de transformer l'atmosphère martienne pour qu'on ait de la végétation qui puisse pousser. Alors, comment on fait ça? Parce qu'actuellement, d'abord, il y a très peu d'atmosphère sur Mars, elle est très ténue, et il n'y a pas d'oxygène. L'idée serait par exemple, d'injecter des algues qui vont rejeter du CO2 ou même du méthane, et ça pourrait, ajouter cet effet de serre permettrait d'avoir un peu plus de chaleur sur Mars, et ça ne devient pas respirable pour autant, puisque nous on a besoin d'oxygène, donc il faut mettre des plantes pour pouvoir avoir de l'oxygène. Évidemment, tout ça, ça prend du temps, donc c'est une question de minimum de l'ordre de la centaine de milliers d'années. Alors il y a des projets qui existent, mais qui ne sont évidemment pas du tout financés, c'est des projets, on va dire plutôt théoriques, puisqu'on n'a jamais fait l'expérimentation de terraformer une planète. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Vénus. Vénus aussi, on peut avoir des projets pour capter le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère vénusienne. Mais en fait, c'est compliqué parce que quand on le capte, après, il se peut qu'il ressort par d'autres moyens. Donc, c'est vraiment un processus qui est compliqué. Alors, donc ça, c'est quand on veut vraiment transformer complètement l'atmosphère. Après, il y a d'autres projets qui sont plus de recréer des sortes de bulles dans des bulles vivables, où là, vous pourriez vous promener même sans combinaison, comme dans cette image, dans cette vue d'artiste. Alors, ça n'enlève pas tous les soucis, puisque par exemple, si vous avez un météorite qui arrive sur la bulle, là, il faut que la bulle soit bien solide, parce que sinon, elle se casse, et même une petite fissure, vous avez tout l'air qui part à l'extérieur, et donc toute la végétation meurt, et puis les humains aussi. Donc, il faut, voilà, il y a la terraformation de planètes, mais je ne pense pas ni pour aujourd'hui ni pour demain. Après, il y a évidemment un débat aussi éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de transformer une planète? Alors évidemment, s'il n'y a pas de vie, ce débat est peut-être un peu plus facile à trancher. S'il y a de la vie, c'est compliqué. Changer les caractéristiques d'une planète où il y a de la vie. Bon, ça reste encore un petit peu de la science-fiction. Ensuite, donc les exoplanètes. Alors, les exoplanètes, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des planètes qui se trouvent en dehors du système solaire, qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. Donc, les exoplanètes, on en connaît plus de 4000 aujourd'hui. Certaines sont étudiées
et pourrait montrer des planètes avec pourrait montrer des signes de planètes habitables. Mais pour l'instant, c'est quand même, donc c'est des planètes qui sont quand même assez loin, lors de la quelques dizaines d'années-lumière. Donc voilà, donc là c'est que des vues d'artistes évidemment de ces exoplanètes. On a des images directes de certaines exoplanètes, mais on n'a pas des images aussi précises. On a aussi des compositions d'atmosphère, en spectroscopie, tout ça. On a quand même des faits observationnels, mais ça reste quelque chose qui est lointain et donc difficile à étudier avec des programmes actuellement qui sont en cours, des programmes futurs, par exemple avec le futur télescope spatial James Webb Space Telescope, aussi avec le futur ELT, le télescope de l'ISO de 38 mètres, il y a plein de projections en cours. Et donc là, je vais juste parler de deux exoplanètes qui sont intéressantes. La première, c'est Proxima du Centaure, qui est une planète Proxima B en fait, donc qui est une planète qui se trouve à côté de l'étoile la plus proche du Soleil, à 4 années-lumière, donc à 40 000 milliards de kilomètres tout de même. Là, vous voyez une image qui est une vue d'artiste évidemment, puisqu'en fait, quand on regarde les caractéristiques de cette planète et ce qu'on peut en déduire, ça peut aller d'une planète type Mercure, c'est-à-dire avec aucune atmosphère et brûlée par son étoile, à une planète type océan, donc avec un océan d'eau entourant toute la planète. Donc, on est loin de savoir exactement ce qu'il y a dessus. Il y a une autre planète qui a un peu défrayé la chronique, c'est les planètes du système trappiste. Là, vous avez plusieurs planètes qui sont autour d'une étoile, plutôt petite, et avec certaines qui pourraient être dans des conditions habitables. Habitable ne veut pas dire habitées, mais ça veut dire qu'il y a en gros, une planète qui se trouve dans la zone habitable, ça veut dire une planète, si elle est rocheuse, qu'elle a une atmosphère, où la température reste comprise entre 0 et 40 degrés, donc ça veut dire qu'il peut y avoir de l'eau liquide. Et donc là, vous voyez une image où il y a des humains qui arrivent sur une de ces planètes et qui fait une sorte de voyage spatial vers ces planètes-là. Alors, on n'en est pas encore là. Il y a quand même des projets, mais pas pour nous faire voyager nous, mais il y a un projet en particulier qui s'appelle Breakthrough Starshot, dont le but serait d'envoyer des petites sondes de l'ordre de 1 gramme, petites, mais on en envoyait plein, avec des voiles solaires qui seraient aussi de l'ordre de 1 gramme en masse, mais avec une surface qui serait de l'ordre du mètre. Le tout propulsé par un laser avec 100 gigawatts, et pour leur faire atteindre à toutes ces sondes une vitesse de l'ordre de 20% de la vitesse de la lumière, ce qui fait que vous arrivez sur le système Proxima B en typiquement 20 ans. Vous prenez une photo, vous envoyez la photo vers la Terre, la photo elle voyage à la vitesse de la lumière, donc ça fait 5 ans, enfin 4 ans. Pardon. Donc ça veut dire qu'en 24 ans, vous avez une image de Proxima B. Voilà. Typiquement, ça c'est le genre de projet qui est actuellement, qui est un projet mené par Yuri Milner, le milliardaire russe. C'est un projet, donc peut-être qu'il aura lieu, mais de toute façon, c'est pas l'idée n'est pas d'envoyer des humains, l'idée c'est vraiment d'envoyer des sondes très très peu massives, vous voyez déjà avec une énergie très grande pour arriver là-bas. Donc on ne va pas y aller tout de suite, nous à la vitesse des sondes qu'on a actuellement, on mettrait 70 000 ans pour aller là-bas. 70 000 ans. Après, vous pouvez imaginer plein de systèmes, de cryogénisation, d'hibernation, tout ça, mais ces systèmes pour l'instant ne maîtrisent pas. C'est pas des voyages qu'on va faire tout de suite non plus. Voilà pour les exoplanètes, et donc je vais finir avec la question de Enrico Fermi, mais où sont-ils? Alors, ça veut dire en gros, si nous on veut coloniser, ça veut dire s'il y a une autre civilisation ailleurs, elle a pu vouloir coloniser l'espace. Et donc là, il y a deux choses que je vais mentionner brièvement. La première, c'est la formule de Drake. La formule de Drake, c'est celle, donc c'est la seule équation là que je vous montre, mais c'est pas très compliqué. Alors, en fait, c'est le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie. Et donc, ça tient compte du taux de formation, combien d'étoiles se forment par an, combien d'étoiles ont des systèmes planétaires, combien de planètes sont habitables, combien de planètes sur lesquelles la vie est effectivement apparue, combien de planètes sur lesquelles cette vie est intelligente. Intelligente, ça veut dire qu'elle va pouvoir communiquer en fait avec d'autres civilisations. Et le dernier facteur est la durée moyenne
euh, pendant laquelle ces civilisations envoient des signaux dans l'espace. Et ça, donc, en fait, les premiers facteurs sont assez bien connus. Hein. On connaît aujourd'hui combien d'étoiles se forment par an, combien est la fraction de système planétaire pour ces étoiles. Tout ça, on connaît. Par contre, la durée moyenne d'une civilisation, en particulier la durée moyenne pendant laquelle la civilisation envoie des signaux, pour nous, ça a commencé en gros avec l'avènement de la radio, donc ça veut dire ça à peu près un siècle. Hein. Combien de temps on va durer? On ne sait rien. Donc, c'est-à-dire qu'on sait encore moins pour les autres. Et donc, quand on fait la multiplication de tous ces facteurs-là, on tombe sur quelque chose qui va entre 1, ça veut dire qu'il y aurait que nous, et dépendant des facteurs, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. C'est-à-dire qu'on aurait plein de oscillations dans la galaxie. Donc, en fait, le résultat ne veut pas dire grand-chose. Et ça, on s'en met un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de quantifier tout ça. Et en fait, c'est relié au ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Donc, Fermi, en gros, ce qu'il se disait, c'est que il y a, donc là, je fais un petit calcul qui en fait, qui est à peu près la même chose que le paradoxe de Fermi. C'est-à-dire on estime à peu près 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Nous, on pourrait imaginer d'ici 100 000 ans arriver à faire un voyage de 50 années-lumière. 100 000 ans, je m'avance, j'en sais rien, mais je dis que vu les progrès qu'on a fait technologiques dans les quelques siècles derniers, on peut imaginer que dans 100 000 ans, on arrive à voyager 50 années-lumière. Et si tous les 100 000 ans, on arrive sur une planète, on laisse la moitié des gens, il y en a une autre moitié qui repart pour refaire un voyage de 50 années-lumière, la taille de la galaxie étant de 100 000 années-lumière, vous faites 2000 fois ça, et bien 2000 fois 100 000 ans, vous arrivez à explorer toute la galaxie en 200 millions d'années. 200 millions d'années, c'est quand même très court, puisqu'on a vu tout à l'heure que les premières formes de vie sur Terre dataient de 4 milliards d'années. C'est-à-dire que c'est très très court, c'est rapide, pourtant on n'a vu personne. Voilà, c'est ce que disait Fermi, c'est quand même bizarre quand on fait un calcul comme ça, tout simple, estimation quand même très à la louche, on se dit, mais où sont-ils? Et finalement, on n'a pas de réponse. Alors, il n'y a pas de réponse à ce paradoxe pour l'instant. L'une des réponses pourrait être une civilisation, il y en a plein de civilisations, mais elles ne durent pas longtemps et elles ne sont pas forcément simultanées. Donc, quand elles émettent des signaux, il n'y a personne qui peut recevoir ces signaux. Voilà, donc c'est l'une des réponses, mais il y en a plein, on pourrait débattre des heures là-dessus. Mais en tout cas, c'est une question qui est reliée évidemment à la colonisation spatiale. Voilà, et donc on pourrait imaginer que dans le futur, on arrive à trouver toutes ces différentes civilisations. Et alors le dernier, après j'ai un petit épilogue que donc j'ai écrit dans le livre et que je pensais que j'allais enlever que les éditrices allaient être enlevées, puis en fait elles l'ont laissé. En fait c'est plutôt une nouvelle que je raconte sur en gros la conclusion c'est soigner la Terre ou partir, il faut choisir. Et moi j'ai choisi, mais moi c'est pas et donc là vous avez à droite, vous avez cette petite blague que j'aime bien raconter à mes étudiants. Il y a deux planètes qui se rencontrent. Donc il y a une planète qui est toute contente de vivre, qui est toute pimpante, puis il y a une autre qui est un peu déprimée, un peu grisaille. Et donc il y a la verte qui demande à la grise, bon alors qu'est-ce qui va pas? Tu vas pas bien? Et l'autre, elle lui dit, oh là là, je ne me sens pas bien du tout, j'ai attrapé un truc, là, ça s'appelle l'humanite. Et je ne sais pas comment faire, pour me débarrasser. J'étais à la verte, à côté, tout content. Je dis, ah, mais t'inquiète pas, je l'ai eu, ça part tout seul. Ouais, je trouve ça assez drôle. C'est Béatrice qui l'a raconté. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Et donc voilà, et je voulais finir là-dessus, sur cette image-là, qui a été prise par les astronautes d'Apollo 8. Qui est la première vision de la Terre par des extraterrestres, et qui ont dit à leur retour, nous sommes partis découvrir la Lune, nous avons découvert la Terre. Et alors c'est drôle parce que cette image, en fait, ils l'ont prise un petit peu par hasard, parce qu'ils pouvaient plutôt photographier la Lune, et en tournant autour de la Lune, alors au début ils regardaient que la Lune parce que c'était extraordinaire de voir tous ces cratères, puis au bout de quelques heures, ils ont eu marre de voir que des cratères, et là ils ont vu, évidemment, eux, ils orbitaient autour de la Lune, donc ils ont vu ce lever de terre. Si vous êtes sur la Lune, en plus, il n'y a même pas de lever de terre, puisque la Terre, elle est synchronisée avec la Lune, donc vous voyez toujours la même position de la Terre dans le ciel.
Donc eux, ils ont vu ce lever de terre, ils ont été étonnés. Et je pense que c'est vrai que quand on voit ça, ça fait un petit peu oasis, qu'il faut plutôt soigner, et que c'est en partie. Oui, ouais, alors j'ai pas parlé en effet de tous les satellites, les satellites de planètes géantes, Europe, Ganymède, il y a Encelade aussi, tous ces satellites-là sont des satellites qui ont en effet des océans d'eau liquide sous la surface. Après, je pense pas que ce soit des endroits où on puisse aller coloniser. Enfin, je vois pas, il n'y a pas tellement d'intérêt à coloniser. Il y a un intérêt à aller les étudier, en particulier essayer de voir ce qu'il y a dans les océans, puisque c'est des océans d'eau salée qui sont sous la surface. Et on a déjà vu des geysers qui sortent avec. Donc on a analysé le panache d'eau où il y a des molécules complexes. Donc on sait qu'il y a des choses complexes qui s'y passent. Est-ce qu'il y a de la vie? On ne sait rien, ça c'est intéressant. Mais ce n'est pas des cibles de colonisation, plutôt des cibles d'exploration pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai parlé de Titan, parce qu'il y a cette atmosphère qui change la donne. L'atmosphère, le méthanisme. Et pour les points approximatifs pour la lune des Titans, si vous avez... Ah, un voyage. Alors, en fait, les sondes qu'on a envoyées sur Saturne, pour l'instant, ça prend 10 ans quand même. Ça fait de Saturne, peut-être milliards de kilomètres. Sur Mars, à peu près 6 mois. Donc on peut imaginer qu'on accélère un petit peu les choses, mais on ne peut pas non plus accélérer de façon extrême s'il y a de la masse. Donc je pense qu'il faut garder cet ordre de grandeur de plusieurs années. Alors, tu as parlé de corps solaire, de particules de traitement énergétique, donc tu as rayonnement de luminescence sur l'ADN. Quels sont les comment on peut mais ça, c'est compliqué parce que, en fait, par exemple, quand il y a des éruptions solaires, on le sait à plusieurs heures à l'avance, et à ce moment-là, les astronautes qui sont dans la station spatiale, par exemple, ne sortent pas. S'il y a une sortie extravéhiculaire qui est prévue, on l'annule. Donc, ça veut dire que, en fait, la seule façon de s'en affranchir, c'est soit d'avoir des ceintures de rayonnement, comme nous sur Terre, on est tranquille, ou d'avoir un gros blindage. Et qui dit gros blindage dit grosse masse, et donc dit coût de lancement cher. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en affranchir, et ça, c'est un gros souci dans les voyages interplanétaires. Même sur Mars, sur la Lune, c'est pas très grave, tu prends les doses au maximum pour 4 jours, tu restes quelques temps, puis après, voilà. Mais sur Mars, ouais, c'est 6 mois de voyage, aller, 6 mois retour, c'est rien. Tu reprends des doses là-bas, tu restes 2 ans sur place, pendant 3 ans, tu prends des doses quand même. Donc ça, c'est un gros problème. Je crois que pour l'instant, on n'a pas de solution miracle. Mathieu, il a mal levé, mais il a son micro qui... Oui, non, est-ce que j'entendais pas François-Olivier, c'est toujours le problème quand il y a un mixte présentiel, distanciel, ça ne marche jamais. Donc je ne l'entendais pas. Merci Sylvain d'abord pour l'exposé. J'avais une question sur Titan notamment. Tu as montré une composition des Titans qui est très différente par rapport à celle de la Terre, sans un noyau de métallique lourd. C'est dû à quoi cette composition différente Pour ça, les processus de formation dépendent beaucoup des masses des planètes. Les formations, en particulier les cœurs des planètes, sont toujours assez complexes, vraiment compliquées. Il faut dire quand même, par exemple, c'est ce qu'on essaie de faire sur Mars, par exemple. On essaie, avec InSight en particulier, là, on essaie de savoir quel est le cœur de Mars, et en particulier, pourquoi le champ magnétique martien est si faible. Nous, on a un champ magnétique très fort. On revient un peu sur la question de François-Olivier de tout à l'heure. On a un champ magnétique qui est très fort sur Terre parce qu'il y a ce noyau, je mentionne, de la graine, en fait, qui est mutation et qui permet de créer ce champ magnétique. Pourquoi sur d'autres planètes, il n'y en a pas? On n'a pas de réponse. Sur Mars, on ne sait pas s'il y a eu un champ magnétique plus fort avant et qu'il a diminué, un champ magnétique très faible.
les planètes géantes telles que Jupiter, on a aussi beaucoup de questionnements sur la nature du cœur de ces planètes-là. Donc il y a et en fait, quand tu regardes, même quand tu parles à des géophysiciens, il y a encore plein de questionnements sur l'intérieur terrestre. Donc, déjà, étudier l'intérieur terrestre, c'est compliqué alors qu'on est dessus. Donc, étudier les intérieurs des autres planètes. C'est pour ça que, bon, on est à peu près, quand on regarde les, euh, les masses volumiques, tout ça, on est à peu près sûr sur ce qui concerne les océans sous-glaciaires, et en particulier parce qu'on a aussi des observables sur Encelade, par exemple, de geysers. Donc on sait qu'il y a de l'eau en dessous de la surface. Quand on est plus en profondeur, c'est plus compliqué. On n'a pas de... Après, il faut des sismos, comme on a mis sur Mars, pour analyser vraiment l'intérieur de ces planètes-là. Mais à part, disons, s'assurer que la composition est telle ou telle de chaque planète ou de chaque satellite, qu'est-ce qu'elle peut expliquer que tu peux former des planètes qui ont des tailles finalement relativement similaires, mais une composition très différente? Disons, quels sont les mécanismes qui peuvent conduire à des planètes très différentes les unes des autres? Ben, en fait, ça, c'est la formation planétaire. Hein. Donc, plus tu es proche de l'étoile, plus il fait chaud. Donc, tu vas en fait volatiliser tous les éléments qui sont légers. Et c'est pour ça que tu te retrouves, enfin, en tout cas, tu te retrouves à former des planètes qui sont plutôt rocheuses à des distances qui sont proches. Et tu vas former des planètes qui sont plutôt géantes et formées d'hydrogène et d'hélium à des distances qui sont lointaines. Alors après, ça c'est la formation. Après, ça peut bouger. Hein, c'est le cas avec ce qu'on appelle la migration planétaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on n'a pas parlé, mais les types de planètes, les types d'exoplanètes qu'on a détectés surtout au départ, c'était des planètes géantes très proches de l'étoile, qui d'ailleurs au départ était étonnant et a remis complètement en cause les modèles de formation planétaire. Et donc voilà, tu formes des planètes différentes principalement parce qu'elles se forment à des endroits différents. Donc tu n'as pas la même composition de matériaux à des endroits différents de leur étoile, sachant que donc, quand l'étoile se forme, il y a cette nébuleuse stellaire qui est autour, qui est formée de tout matériau qui provient de la nébuleuse du Velkin. Et donc les planètes vont puiser là-dedans, en se formant d'abord c'est des petits planétoïdes qui vont se former, qui vont accréter de la matière qui se trouve à l'endroit où elles orbitent. Donc ça dépend, leur matière, leur position dépend complètement de là où elles se sont formées. Merci. Okay. Clarence Cadon. Oui, je me demandais quelles sont les idées fausses les plus courantes sur ce que tu décris dans ton livre, ce qui surprend le plus éventuellement le public. Est-ce que tu as une idée chez ton lectorat de trucs qu'ils n'imaginaient absolument pas ou des idées complètement farfelues qui traînent partout? Ah ben moi, la question qui m'étonne le plus souvent, même des fois provenant de gens cultivés, hein, c'est ah bon, on n'a jamais découvert de la vie ailleurs que sur Terre. Donc ça, c'est l'une des questions qui m'étonne le plus parce que ça me paraît assez évident. Donc c'est fréquent. Et après, moi, quasiment à chaque conférence que je fais sur le sujet, généralement, j'essaie de le dire rapidement pour que la question n'arrive pas, mais oui, c'est souvent ils sont étonnés qu'on n'ait jamais... On a tellement parlé de Mars, des Martiens. Bon, il y a tout un historique, hein, ce qui excuse un petit peu d'ailleurs cette question-là, c'est qu'il y a tout un historique. Quand en 1907, l'éditeur de Nature invitait Percival Lowell à parler des conditions d'habitabilité et même peut-être de martiens, potentiellement sur la planète Mars. Et ça montre bien qu'il y a un siècle, on était presque, pas tous, hein, mais il y avait une partie de la communauté qui était quasiment sûre qu'il y avait des martiens, qu'il fallait juste les étudier. Quoi. Et après, on a cru qu'il y avait quand même de la végétation sur Mars et sur Vénus.
euh, on a envie qu'il y ait de la vie ailleurs. Donc, c'est une question qui ne m'étonne pas tant que ça, en fait. Et voilà, donc, après, il y a toutes les questions que tu imagines bien hein, sur. Dire, là. Après, les questions idiotes. Mais voilà, ça, c'est celle qui m'étonne le plus, mais qui montre bien qu'on est quand même très centré sur Terre. Et je ne sais pas, après, si c'est pas. Est-ce que dans les écoles, on enseigne un petit peu ces choses-là, comment la vie s'est formée sur Terre et comment on recherche de la vie ailleurs que sur Terre, parce que c'est des choses qui sont assez fondamentales. Oui, ça fait partie des questions qui arrivent. Bon, après, les gens se demandent si quand même on arrivera à coloniser d'autres choses. Et par exemple, ils sont assez souvent, là, les personnes avec qui je parle, le grand public, est assez optimiste sur le fait que, par exemple, on arrivera à coloniser les exoplanètes. Donc, je pense qu'ils ne se rendent pas compte des difficultés inhérentes au voyage, etc. Et ils ont confiance qu'en fait, la plupart en disant que voilà, on a réussi à coloniser. C'est pas d'ailleurs, c'est pas un joli mot en ce moment. On a réussi à aller en Amérique, on a réussi à aller dans tous ces pays-là. Pourquoi on n'irait pas sur Mars, puis après plus loin, quoi. Pas les mêmes conditions. Bon, et donc là, tu Et recadres. les gens, hein, oui, c'est ça, là je recadre en donnant des faits. C'est ça. Oui. Pour leur montrer que c'est. Voilà. Bah, de Ok, toute façon, merci. je recadre assez facilement en mentionnant le fait que pour l'instant, il n'y a aucune agence spatiale qui finance, pour envoyer des humains autre part que sur la Lune. Le projet d'envoyer des robots, il y en a plein, mais le projet d'envoyer des humains, il n'y en a pas. Et même sur la Lune, ça glisse. Les dates glissent. Ok, merci. Je crois qu'il peut-être mettre un micro. Ah, t'as pas de micro, toi. Ah, t'as pas de micro. D'accord. Ah, vas-y, sinon je vais couper le. Sinon je répète la question. Le régolithe. Alors, le régolithe, c'est la poussière, je suis désolé si je n'ai pas dit, c'est la poussière qui se trouve sur la Lune, qui en fait est le résultat des impacts météoritiques qui se sont disloqués sur la surface lunaire. Donc, c'est une coupe de poussière, typiquement de l'ordre du centimètre. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour la petite histoire que les astronautes de la mission Apollo, quand ils sont. Armstrong, hein, quand il a posé le pied au départ, il a posé le pied, comme on voit sur la vidéo, très doucement. Si vous ne savez pas, s'il allait s'enfoncer sous 1 mètre de régolithe et, ou pas. Quoi. Donc, en fait, bon, il y a une petite couche comme ça de 1 centimètre, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est de la poussière qu'on peut utiliser dans les imprimantes 3D pour former des stylos. Et donc, on n'a pas besoin d'apporter des matériaux, en fait. On peut utiliser le régolithe, bien sûr. Et qu'il doit y avoir aussi sur Mars, parce que Mars aussi subit des impacts météoritiques. Alors, si moi je dois choisir une planète à explorer ou pour vivre? À explorer par curiosité, après la Terre. Moi j'irais bien marcher sur la Lune, hein, ça me va bien. Ou faire un petit trek sur Mars, sur le mont Olympe. L'approximation Centaure, je te dis, on ne sait pas si c'est une planète chauffée par une étoile ou si c'est une planète océan. Donc, alors j'aime bien nager, mais nager dans un océan planétaire. Alors, puis j'ai pas envie d'aller si loin de la Terre, je crois. La Lune ou Mars me conviennent très bien. Mais pas pour y vivre, par contre. Il n'y a pas de café. Pas de café. Ben, merci. Au revoir à tout le monde.